Voilà pour cette conférence de presse du président Emmanuel Macron en clôture du G7 qui se tient à Évian. On attend maintenant la conférence de presse du président américain Donald Trump. Alors Emmanuel Macron, pour commencer, cet accord, l'accord Iran-États-Unis, est une bonne chose, assure le président. Pour lui, il faut maintenant mettre toute la pression pour le soutenir. Mais il dit voilà, il ne faut pas de reprise de combat. Et on comprend qu'il parle d'Israël et du Liban. Et puis il insiste sur Hormuz. Il faut un retour du passage, du droit de passage, mais sans redevance. Et on va voir ensemble que c'est pas si simple. Pourtant, pour lui, c'est la pierre angulaire. Il rappelle l'initiative multinationale France, Royaume-Uni sur la table. L'offre a été faite à Donald Trump précisément. Va-t-il l'accepter? Quelle sera notre part dans ce qui va désormais se passer? Voilà pour l'essentiel, mais je laisse la parole à mes invités que je salue. Nous sommes avec Elisabeth Shepard-Selam, merci beaucoup d'être là. Colonel Pierre de Jong, merci également. Xavier de Giacomoni, merci d'être là. Et Jean-François Colossimo, merci d'avoir accepté également l'invitation, historien, essayiste et directeur des éditions du CERF. Tout d'abord, Emmanuel Macron, qui l'assure, cet accord est une bonne chose. Je précise, l'info est en train de tomber. On attend de la confirmer. Barak Ravid, très informé du côté d'Axios, nous dit que potentiellement, et peut-être dès aujourd'hui, il y aurait signature électronique de cet accord à distance entre les deux parties. On va essayer d'avancer plus tard. Mais donc, il serait un bon accord. Que cet accord soit une bonne chose, c'est certain, ne serait-ce que, je dirais, pour le fait que le prix du baril de brut redescend et que l'économie mondiale se sent un tout petit peu, prend un peu d'oxygène, parce que de toute façon, on est dans une impasse. Maintenant, je ne pense pas que cet accord soit la fin de tout. Je pense que c'est vraiment, véritablement une étape, que c'est un accord extraordinairement fragile, qui ne règle rien, dans lequel on ne sait pas vraiment qui est gagnant d'ailleurs, même si chacun, évidemment, veut tirer, je dirais, la couverture à soi. Il y a un grand perdant, c'est le peuple iranien, c'est clair. Ça, c'est indiscutable. C'est le perdant absolu de cette affaire. Il y a un Iran qui, effectivement, ressort, je dirais, bien amoché quand même, ça je crois qu'on le dit pas assez, mais quand même bien amoché, mais qui, au fond, voit son régime survivre. Et ça, c'était... Voire renforcé, mais en tout cas survivre dans l'immédiat, c'est évident. Ensuite, on verra à quelle part les Iraniens peuvent pas rendre. On se souvient peut-être quand même du cas de la Serbie où Milosevic n'a pas été violemment bombardé, était resté au pouvoir et quelques mois plus tard a été parti, n'est-ce pas? Il faut voir ce que les Israéliens vont pouvoir faire aussi pour essayer d'influer sur les capacités d'insurrection de certains groupes iraniens qui existent, n'est-ce pas? Etc. Donc je crois que tout ça, rien n'est réglé, mais évidemment, on préfère qu'il y ait un accord qui soit signé là tout de suite, plutôt que de rester dans cette espèce de palinodie qui était tout à fait insupportable, où on voyait Donald Trump toutes les 24 heures, vous étiez là pour commenter, n'est-ce pas, toutes les 24 heures, c'était la destruction finale de l'Iran, et puis toutes les 24 heures, c'était on signe et on négocie à nouveau. Mais certains vous diraient, Jean-François Colossimo, un accord, oui, mais un accord à tout prix? Un accord qui t'a bradé la guerre, bradé la paix? La paix, laquelle de paix? Je crois que malheureusement, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire je pense que les conditions de la guerre sont en train de changer. On a vécu sur un régime, sans être cuistre et pédant, c'était celui de Clausewitz, c'était la guerre, c'est la continuation, à pas de la politique par d'autres moyens, n'est-ce pas? Et puis les guerres, elles étaient simples. Vous alliez chez l'autre pour prendre sa capitale, pour le réduire son armée à néant, pour imposer votre loi, et puis pour en faire en sorte que cette guerre s'arrête à votre bénéfice. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a changé de monde. Vous voyez bien que là, vous n'avez pas eu finalement d'affrontement entre les armées. Vous avez eu, c'est une guerre sans affrontement direct. En tout cas, j'entends, il n'y a pas eu de fantassins déployés, il n'y a pas eu de contact énorme. Tout s'est passé dans les airs, tout de même, ou sur la mer, n'est-ce pas? Bon, vous avez eu immédiatement quand même un très grave blocage qui d'un coup a pris en otage l'économie mondiale. Normalement, un conflit, c'est entre deux belligérants. C'est pas d'un coup, je dirais, c'est pas un conflit qui passe de la Chine à la France et repart à la Nouvelle-Zélande. Donc vous êtes sur une mutation complète. Et en fait, effectivement, on va dire que Donald Trump a plutôt fait la preuve d'une relative impuissance plutôt que de la surpuissance américaine. Quoique la surpuissance américaine militaire, on l'a vu, et personne n'a envie de l'avoir, je dirais, frappé depuis le ciel sur soi, n'est-ce pas? Donc je crois qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau, qui demande de nouveaux concepts, véritablement, et que, voilà, Trump est reparti d'ores et déjà dans ses affaires.
On parle évidemment du droit de péage sur Hormuz, il veut y être mêlé. Il est prêt à vendre des avions, des Boeing à l'Iran. Il est prêt à rançonner, à racketter les pays du Golfe pour que ce soit eux qui paient les dommages de guerre. Enfin, on est reparti dans une espèce véritablement de négation de ce qu'a été la guerre pour nous pendant 2 siècles. On prend la direction d'Évian parce que nous attendent sur place Magali Barthez et Bastien Auger. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez couvert de bout en bout ce sommet. Et Bastien Auger, vous étiez dans la salle il y a quelques instants. Vous avez posé pour TF1 et LCI une question au président français. Vous lui avez demandé en quoi cet accord était un bon accord. Magali, Bastien, vous qui avez choisi de suivre à chaque instant ce sommet, que retenez-vous de cette déclaration du président français ? On reconnaît finalement la différence entre le terme diplomatique qui est utilisé au début, en effet, de cette conférence de presse où Emmanuel Macron parle d'un très bon accord. Et ensuite, quand on lui pose la question et qu'on lui demande en effet, Monsieur le Président, en quoi c'est un très bon accord, c'est vrai qu'il est beaucoup plus prudent, Emmanuel Macron, en disant en fait c'est le meilleur accord qu'on puisse avoir dans cette situation. Parce que si on lui a posé cette question, c'est parce que ces derniers mois, clairement, les diplomates français n'étaient pas très enthousiastes. C'est un euphémisme sur l'attitude de Donald Trump. En gros, ils auraient préféré qu'il n'y ait jamais cette guerre et ils pensent que ça va être très compliqué de revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire l'accord de 2015 qui a été déchiré par Donald Trump. Mais voilà, un G7 est aussi de la diplomatie. Les Français, les Européens voulaient obtenir de la part de Donald Trump des engagements, notamment sur l'Ukraine et puis sur le Liban. Aussi, Emmanuel Macron en a parlé. Donc, il a fallu aussi flatter, en quelque sorte, Donald Trump en disant que cet accord était un très bon accord, même si c'est pas forcément, au fond, en tout cas, c'est ce qu'on comprend, ce que pense la diplomatie française et européenne. Ce qui est intéressant, c'est que manifestement, la France essaye de vraiment jouer un rôle dans la suite, parce que vous savez que cet accord, normalement, devrait être signé physiquement par le vice-président J.D. Vance et le président du Parlement iranien en Suisse vendredi. Mais on sent que la France veut jouer un rôle. Alors, il y a ce projet, évidemment, de coalition militaire maritime avec les Britanniques et une vingtaine de pays pour faciliter le retour à une circulation normale dans le détroit d'Ormuz, proposer aussi du déminage. On sait que ça va être extrêmement important pour redonner confiance aux armateurs. Et puis, Emmanuel Macron qui parle aussi beaucoup de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui était centrale évidemment dans l'accord signé par Barack Obama, parce que maintenant il va falloir aussi avoir des contrôles, parce que c'est les critiques que l'on entend le plus, c'est évidemment le manque de garantie dans ce protocole d'accord, et on voit bien que la France veut absolument revoir dans le jeu l'Agence internationale à l'énergie atomique, veut avoir un contrôle certain des négociations dans lesquelles les Européens cherchent véritablement à s'immiscer désormais. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Magali Barthez, Bastien Auger depuis Évian, merci pour le travail sur toute la longueur de ce sommet. Merci à Stéphanie Orgozé-Lescou et Alexis Tessier derrière la caméra. Et bon courage dans les 3 trains et les 10 bus qui vous attendent pour rentrer à la maison. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur une information. Elle est très importante. C'est Axios, je vous le disais, je l'effleurais tout à l'heure, qui nous informe qu'il y a une possible signature électronique de l'accord ce soir. Voilà, c'est la surprise. Ça fait des heures, voire des jours maintenant qu'on vous parle d'une signature en présentiel du côté de la Suisse. Et là, les choses pourraient s'accélérer, mais à distance. Ça se complique ou ça se précise. Je reviens vers vous, Jean-François Colossimo. Possible signature électronique de l'accord ce soir. Ce que ça nous dit, ça veut dire que les choses se sont éclaircies? Ça veut dire qu'on veut s'en débarrasser le plus vite possible? Oui, je pense. D'abord, vous êtes dans le monde de la signature électronique, c'est un peu le monde des drones aussi, n'est-ce pas? Ouais. Tout ça se passe sans contact. Deuxièmement, je pense qu'il y a effectivement, ils sont pressés de signer cet accord parce qu'il y a la question quand même de la réouverture de la navigation qui importe pour les 2 parties. Et on sait que ça va pas être peut-être si simple. Il faudrait voir cette fameuse question des mines, etc. Quel chemin emprunter, que va faire Oman là-dedans, enfin, tout ça est quand même assez compliqué, et je pense que, en fait, les 2 parties sont pressées de reprendre. Alors, les Iraniens, c'est clair, ils vendent plus leur pétrole, ils sont très empêchés. Trump a besoin, lui aussi, d'apporter un peu d'oxygène, encore une fois, à cette fameuse question du prix du baril, et le plus vite, ce sera le mieux pour essayer de montrer qu'il y a un gain quand même à cette paix qu'il a signée, qui peut sembler une paix indigne. Mais s'il peut dire, voyez, moi j'ai rétabli le prix du baril, c'était ça le prix de la paix, n'est-ce pas? Donc je crois que de ce point de vue-là, tout le monde est pressé, et puis je pense que personne n'a envie de se voir. Et puis surtout, du côté iranien, je suis pas sûr qu'il y ait un accord sur qui pourrait représenter véritablement l'Iran
Alors, est-ce qu'ils se font assez confiance entre eux pour envoyer l'un d'entre eux là-bas, dont on ne sait pas véritablement d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourrait négocier pour lui-même, de son propre côté ou à côté. Entre les Galibaf, Araqchi, représentants plus proches des gardiens de la Révolution ou de la ligne du régime. Les Galibaf et Araqchi sont mal vus par le véritable pouvoir, le pouvoir dur, parce qu'ils sont vus comme, en fait, surtout Galibaf, un corrompu. Donc, est-ce que vous envoyez un corrompu d'un coup, vous représentez pour signer des choses qui va être du coup en contact direct aussi, n'est-ce pas, avec ceux qui potentiellement restent vos ennemis. C'est intéressant parce que ce qui pourrait passer pour une simplification et une accélération de la situation souligne peut-être justement à quel point tout ça est très compliqué. Encore une fois, l'information vient de tomber, on attend la confirmation, mais ça vient d'Axios très très bien informé de nous dire qu'il pourrait y avoir accord signé, mais à distance dès ce soir, électroniquement. Elisabeth. Alors, c'est quand même un peu confus, parce que le vice-président américain disait qu'ils avaient déjà signé électroniquement dans les médias américains. Donc, on est Trump qui l'avait fait en plus. Et donc, il y a les Iraniens disent le contraire. Et les Iraniens disent le contraire. Donc, on est encore dans les, on va dire, rebondissements et tout ce qui est flou de cet accord. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Effectivement, je rejoins M. Colissimo. Ils sont pressés. Les Américains pressés, pourquoi? Parce qu'il est très critiqué. Notamment de côté républicain, alors pas de côté de J.D. Vance et les isolationnistes, mais les autres, il y a une sorte d'une fronde. On n'a pas vu le texte, ils sont en colère, on parle beaucoup des Israéliens qui sont en colère, mais il y a beaucoup d'Américains qui sont en colère au Congrès qui disent « mais vous avez signé quelque chose, on n'est pas au courant ». Et je pense que ils ont dit on va peut-être vendredi publier les informations. Je pense qu'ils essaient de signer avant qu'il y ait trop de fronde en interne, parce qu'on voit beaucoup monter, y compris des blagues contre des Français. Si les Français pensent que c'est bon, c'est qu'il fallait pas le signer. Donc les républicains sont quand même bon. Il faut quand même peut-être rappeler ce qu'il y a sur la table potentiellement, alors qu'on est à quelques minutes ou heures potentiellement, encore une fois, de la signature maintenant de l'accord. Ce qui sort du côté de Bloomberg ou de CNN, analysé par exemple par le Grand Continent, c'est 14 points négociés et 9 favoriseraient parfaitement, largement l'Iran. Alors du coup, ça crée de franches crispations du côté des observateurs internationaux et même en interne du côté des États-Unis. Est-ce que vous dites effectivement accélération de la signature parce qu'on veut se débarrasser du dossier? Parce que ça devient trop encombrant et qu'on a besoin juste du pétrole. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que les informations nous arrivent au compte-gouttes, de sources pas toujours vérifiées. Il y a Axios d'une part, moi j'ai d'autres sources. Il faut tout croiser, tout regarder. Et puis Axios n'a pas toujours la vérité de Dieu sous sa plume non plus. En fait, ce qui se passerait, c'est que les Iraniens ne veulent pas que le texte soit publié avant signature. Donc, l'idée, ce serait, pour faire face à toutes les rumeurs, face à toutes les oppositions dont parlait Elisabeth tout à l'heure, de signer le texte pour pouvoir le publier le plus rapidement possible. Mais peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est pas une certitude, mais on me dit que c'est possible qu'une rencontre aurait lieu tout de même vendredi en Suisse. C'est-à-dire qu'il y aurait un double niveau de signature. Et vous savez, déjà, on n'est pas certain que ça ait été signé dans un premier temps. Ça a déjà été signé une fois dimanche à distance. Les Américains disent oui, les Iraniens disent non. Donc vous voyez qu'il est extrêmement compliqué. Tout le monde manipule tout le monde, et tout le monde a intérêt à faire le plus de bruit finalement autour de cette affaire. Pourquoi ? Pour évacuer les détails, pour qu'on ne parle pas des 14 points que par exemple le Grand Continent, mais d'autres aussi, nous ici à LCI, avons analysé dans le moindre détail. Avec à la clé l'idée que c'est l'Iran qui est renforcé. Je voyais même Gérard Haro qui a écrit « La victoire iranienne est claire, point ». C'est ce que tout le monde veut éviter, en tout cas du côté des États-Unis. Mettre un point final, avancer et pouvoir raconter, mettre en place le récit. Les modalités paraissent extrêmement favorables effectivement à l'Iran. Maintenant, le problème, c'est le suivant, c'est qu'en fait, s'ils signent, ça veut dire qu'ils ont un accord. Ça veut dire que j'imagine que les deux parties sont d'accord sur le principe. Deuxième point, c'est incroyable d'avoir un accord dans lequel les deux parties prenantes ne se voient pas. Alors on traite par téléphone, par fax, je dis par fax pour agacer le système. On est d'accord. Ça c'est générationnel. Mais je veux dire que c'est extrêmement étrange, un accord aussi lourd, aussi consistant, qui serait comme ça traité en une page et demie, 2 pages. Il est peut-être pas si lourd et pas si consistant. Voilà. Le deuxième point, je voulais relier ce que je viens de dire avec ce qu'a dit le président Trump à midi, lorsqu'il a dit je vais relancer des bombes. Et donc je me suis dit à un moment donné que c'était la déclaration de Ratcliffe hier qui avait dit, le patron de la CIA qui avait dit que les
les écoutes américaines l'avaient amené à conclure une espèce de de jeu un peu trouble iranien. Et peut-être qu'on est rentré dans cette partie-là un peu complexe, parce que moi je le reliais à Ratcliffe, mais peut-être que Trump le reliait pas à Ratcliffe, mais le reliait au fait qu'il savait que les Iraniens jouaient un jeu un peu compliqué, et que c'est peut-être que ça se signera pas. Peut-être que ça se signera pas. Jean-François Colossimo. C'est possible. Si ça se signait pas, on continuerait en fait ce qu'on vit depuis combien de temps maintenant quelques mois. C'est tout à fait possible. Je crois qu'en fait, il y a un véritable blocage dans cette guerre. Chaque parti s'est rendu compte que cette guerre ne pouvait pas être gagnée, en tout cas pas à un juste prix pour les Américains, n'est-ce pas ? Donc de ce point de vue-là, ce problème de Trump, c'est comment en sortir depuis le départ. Mais pour en sortir, il faut qu'il ait un semblant de paix tout de même qui puisse présenter à son opinion. Parce qu'il y a quand même des milliards dépensés. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de pertes humaines, mais il y en a eu quelques-unes, ça compte déjà. Mais pour les Américains, ça compte. Mais bon, il y a eu des milliards dépensés, pourquoi faire ? C'est ça son problème. Et là-dessus, il faut qu'il puisse inventer des choses. Alors d'un coup, on entend effectivement que d'un coup, alors ça c'est très trumpien, l'Iran va devenir un partenaire pour Boeing qui va pas si bien, tu vois. Donc on est quand même dans une espèce, je dirais, l'absence initiale de stratégie. Parce que c'est ça le péché originel. C'est on va là-bas, pourquoi faire ? Alors on va là-bas parce qu'on pense qu'on va bombarder pendant 30 jours, et puis le régime va s'effondrer, et puis on va être victorieux, et puis on n'aura même pas eu une goutte de sang qui aura coulé, on aura fait, etc., une guerre victorieuse immédiatement. Non, on en est là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Il dit, ben voilà, comment on va faire ? Ah oui, alors je vais les cogner si c'est pas comme je veux. Mais lui-même, je pense, ne sait même pas ce qu'il veut profondément, parce que les Iraniens ont gagné une chose, c'est leur survie. Et ils ont gagné à la clé aussi potentiellement de garder la main et pour très longtemps sur le détroit d'Ormuz. On va vous en reparler dans un instant. Et on va même se poser cette question, faudra-t-il un pass VIP pour passer Ormuz en toute sécurité? Non mais c'est une vraie question, je sais que c'est fou, mais les informations remontent disant que l'administration Trump discute de telles solutions pour relancer le trafic. Enfin, encore faut-il que le trafic puisse reprendre en toute sérénité, puisque la situation dans le détroit, et ça aussi on va vous le montrer, elle est toujours explosive. À quelques minutes potentiellement d'un accord électronique, eh bien Téhéran envoie des drones, on l'a appris encore ces dernières heures, sur des navires dans le détroit. Alors c'est peut-être le détail qui compte. Ils sont lancés par les gardiens de la Révolution. Jean-François Colossimo nous dira peut-être que ça raconte des divergences entre régime et gardiens, et ça c'est l'histoire dans l'histoire. Mais on est là pour tout vous raconter, donc à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier. Alors, le grand dossier, Hormuz, Liban, drone et missiles menacent l'accord. Et oui, en effet, on va en parler avec Elisabeth Shepard-Selam, avec le colonel Père de Jong, avec Xavier de Giacomoni. Et donc, merci encore une fois, Jean-François Colossimo, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Oui, l'Iran tire toujours sur des navires dans le détroit, alors qu'on parle d'accord et qu'on parle même depuis quelques minutes d'un accord signé, là, dans la soirée, à distance, électroniquement. Ça reste à confirmer, mais tout de même, oui, il y aurait eu des tirs de drones, même après que États-Unis et Iran aient dit c'est bon, on va signer. Hormuz toujours sous très haute tension, on va tout vous expliquer. Et puis révélation aussi sur l'ouverture du détroit. Faudra-t-il un pass VIP pour le franchir? L'administration américaine y réfléchirait. Et ça, c'est le colonel qui va vous l'expliquer. Colonel Père de Jong. À 48 heures, on disait de l'officialisation, parce qu'on imaginait que ce serait vendredi du côté de la Suisse, en tout cas à quelques heures d'un accord. On va rester comme ça pour le moment. Téhéran envoie des drones sur des navires sur le détroit d'Ormuz. Racontez. Expliquez à nos téléspectateurs. Alors c'est bien connu quand il y a un conflit entre le moment où ça se décide et le moment où ça s'arrête réellement, il y a un certain temps et malheureusement il faut jamais être le dernier soldat tué par la dernière balle. Et évidemment donc en fait c'est une zone de tension qui continue et très concrètement les Iraniens ont tiré dimanche une dizaine de drones en direction des bâtiments américains. Les bâtiments américains étaient prêts, ont répliqué et ont détruit les drones. En fait c'est un non-sujet mais qui réapparaît dans un contexte extrêmement tendu et effectivement ça peut déstabiliser, en tout cas ça peut modifier la trajectoire de la négociation et la signature des accords. Donc c'est vrai qu'il y a encore des tensions, et aujourd'hui, il y a une vraie tension autour d'Ormuz et du transit des bateaux. Et ces menaces, ce n'est pas très bon pour le commerce, bien évidemment, et des armateurs ont peur toujours d'envoyer leurs bateaux pour traverser le détroit. Et je vous le disais, l'administration américaine, Donald Trump, proposerait potentiellement leur aide, une aide payante
bien évidemment, et on pourrait même parler de pass VIP, et là encore, est-ce que vous pouvez expliquer nos téléspectateurs? Alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'appelle ça également, c'est le premium. Vous savez, il y a un truc premium, et je pense qu'on peut faire des points progressivement. S'il y a tant de bateaux, on gagne des points, et puis on attend de passage gratuit ou pas, vous voyez ce que je veux dire, comme sur les avions. Donc en fait, on est vraiment sur un sujet absolument incroyable, totalement surprenant, ce qui fait qu'avec ce pass premium ou ce pass VIP, évidemment, vous passerez en premier, donc vous aurez une petite zone d'attente et vous passerez les premiers. Et puis deuxième point, vous allez bénéficier d'une escorte massive avec des bâtiments de la marine de guerre américaine, évidemment les hélicoptères, accessoirement, avec des avions, avec du renseignement. Donc ils vont créer une espèce de bulle protectrice autour des pays, autour des compagnies qui auront signé ce fameux accord VIP. Mais ça, c'est vraiment une très grande surprise. Merci, colonel. Merci beaucoup. Jean-François Colosimo, est-ce à dire que quand bien même on sera en train de parler d'accords signés à distance dès ce soir, ou même demain ou après-demain, ou que sais-je encore, que tout reste extrêmement explosif, extrêmement précaire, et dans l'histoire, je le disais, sont les gardiens de la Révolution qui envoient des drones. Peut-on imaginer qu'il y ait des gardiens pas tout à fait d'accord avec un accord, et qui, dans le dos du régime, continuent l'affrontement? On l'a dit, il faut toujours se le rappeler, le pouvoir iranien, c'est un pouvoir millefeuille. C'est pas un pouvoir pyramidal, c'est pas un pouvoir où il y a une autorité absolue, c'est un assemblage de clans qui ont à la fois des options idéologiques et des options, en fait, économiques, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut bien comprendre, les deux se mélangent. Donc, vous pouvez, par exemple, être un extrémiste très dur, de refus de dialogue avec les États-Unis, mais être aussi engagé dans le commerce du pétrole avec la Chine. Ce sont vraiment des clans, quasiment des clans mafieux. C'est un peu comme la division de New York en 5 familles. Non, mais je plaisante pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est d'où la difficulté de traiter. Ensuite, il est évident que tout ça ne règle rien, parce que je veux dire, on peut rester effectivement, il faut, sur le détroit d'Ormuz, où en fait on va instaurer un système de paiement qui est en rupture complète, avec 4 siècles d'usage de la mer, c'est-à-dire depuis les temps modernes, depuis les grandes découvertes, depuis qu'il y a une circulation maritime globale, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, quoi. Depuis que le monde s'est découvert monde, il y a des règles, n'est-ce pas, de circulation, et puis il y a même des règlements au 19e siècle, et puis encore des règlements au 20e, n'est-ce pas? Et là, donc, d'un coup, la mer va devenir payante, même lorsqu'il n'y a pas eu d'aménagement, type Suez, Panama, où là, on peut expliquer pourquoi on vous fait payer, parce qu'il y a eu des frais. Ou le Bosphore, qui est un cas à part, mais c'est le seul cas à part véritablement. Et c'est le prix de la fin de l'Empire ottoman. Donc là, ça change tout. Et puis, après Hormuz, il y a quand même d'autres problèmes dans cette région. C'est que, pourquoi vous voyez vraiment Israël arrêter son action au Liban et laisser le Hezbollah réarmer avec l'argent d'Hormuz, par exemple? Hein, les Iraniens, ils vont avoir beaucoup d'argent. On parle de dizaines et dizaines de milliards si ce système se met en place. Ah, mais bon, les Américains ont l'air plutôt d'accord dès lors qu'ils sont associés dans une espèce de joint venture, dans une société, une compagnie. C'est du business. Hein? C'est du business. Voilà, c'est le business. Et cet argent, il va aller alimenter le Hezbollah. Donc, la situation, rien n'est réglé au Liban. En fait, la vérité du problème qu'il y a derrière cette fausse paix, c'est, je crois, le principal problème, savoir si on peut s'arranger avec l'Iran, si peut-être l'Iran va devenir un peu moins totalitaire, dictatorial. Le véritable problème, c'est que les accords d'Abraham avaient posé un principe assez simple, c'est qu'il y avait une seule surpuissance au Proche-Orient, c'était Israël, n'est-ce pas? Bon, et ça, les Iraniens n'en voulaient pas. Aujourd'hui, ils sont de retour dans la course à l'affrontement avec Israël grâce à Donald Trump. C'est ça qui se passe. Or, cette région, elle ne peut pas tolérer, je dirais, deux acteurs dominants. Et donc pour vous, quoi qu'il se passe, accord ou pas, Iran-États-Unis, il y a explosion à la clé à venir entre Iran et Israël. On a relancé une compétition pour le leadership régional. C'est ça qui se passe. Donc la guerre nous attend à nouveau, et quoi qu'il en soit, à tout moment. La seule solution de cette région, c'est un Iran libre qui, avec toutes ses dimensions de grande culture, de technophilie, de modernité qui est très profonde en Iran, dans la jeunesse, s'entendrait avec Israël pour sortir, en plus avec le chiisme qui est un islam très ouvert en fait par rapport à l'islam sunnite, s'entendrait avec Israël pour faire, là pour le coup, un véritable joint venture pour sortir toute la région en fait de son marasme. Ça serait ça la seule. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui on en est plus que loin, puisque on vient de réarmer un régime qui depuis 1979, alors aujourd'hui, depuis 1979, ils étaient contre le grand Satan et le petit Satan. Il s'avère que le grand Satan est devenu leur grand ami, d'un coup.
n'est-ce pas? Donc, qui est-ce qui reste à éliminer? Le petit Satan. C'est mathématique, en quelque sorte, dans leur représentation idéologique. Et pour bien comprendre à quel point tout ce que vous dites est déjà très concret, il y a encore eu ces dernières heures des frappes d'Israël sur le Liban, et l'Iran commence à s'enhardir à nouveau et menace à nouveau Israël. Donc effectivement, les braises sont là et on sent que ça peut repartir à tout moment, et bien sûr, nous gardons ça à l'œil. On s'arrête encore un tout petit peu sur Hormuz. Elisabeth Shepard-Selam, un accord annoncé, mais des attaques nocturnes. Un grand classique, on continue de se menacer et de bombarder jusqu'à la dernière minute parce qu'on alimente le rapport de force, ou c'est un peu plus complexe que ça et ça nous raconte que tout peut basculer? Alors je pense que de toute façon, avec ce type d'accord ou pré-accord, je sais pas, enfin memorandum of understanding, ça marche bien. Moi j'aime beaucoup les mots de Xavier De Giacomoni, memorandum of misunderstanding, c'est-à-dire on a l'impression que on dit une chose, l'autre dit autre chose, et on n'est pas vraiment sur le même feuille ou groupe de feuilles. Je pense que effectivement, je rejoins ce que disait Monsieur Colissimo. On est sur une gestion millefeuille, donc on peut avoir dans certains endroits ceux qui continuent de frapper, alors que Galibaf et d'autres disent il faut signer. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Moi, je maintiens que on verra. De toute façon, tout le monde parle de paix, ça ne parle pas de paix en réalité. Ça parle de cadre d'accord. Ça parle de cadre d'accord, ça met fin à la limite à un conflit chaud pour instaurer quelque chose qui va de toute façon continuer, parce que ni la balistique ni les proxys sont mentionnés, et effectivement on va avoir une confrontation à long terme. Et est-ce que de toute façon rien n'est réglé parce que les Iraniens gardent à leurs mains une forme de bombe atomique, mais qui serait pas l'uranium, mais qui serait Hormuz? C'est ce que les renseignements américains disent et font sortir par la presse américaine, CNN, etc., qu'ils ont, je cite, la guerre a fourni à l'Iran une arme plus puissante même que la bombe nucléaire, avec la capacité de ouvrir, fermer comme ils le veulent, et avec tout l'armada à disposition pour le faire quand ils le décident. Le premier marin venu, le premier midship venu sur un bateau français le sait que Hormuz, c'est déterminant dans le contrôle des flux. Évidemment, on le découvre maintenant. Maintenant, les Iraniens disent, écoutez, ça a fonctionné, et c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'on s'interdise d'utiliser cette arme. C'est l'arme magique. Vous vous rendez compte la vitesse à laquelle ils ont fait deux choses incroyables, les Iraniens. Un, ils ont bloqué Hormuz, et deux, ils ont tiré instantanément sur tous les pays de la région. J'imagine que les Américains n'avaient pas envisagé une seule seconde que ce soit possible. Et en cela, ils ont démontré une forme de savoir-faire. Le deuxième point, c'est que Foch disait qu'une bataille est gagnée lorsque vous n'acceptez pas la défaite. Dès lors, tant que vous êtes sur un modèle, j'ai gagné, vous n'avez pas perdu. Et ce qu'ont fait les Iraniens. On n'a aucune idée des destructions qui ont été appliquées à l'Iran. N'empêche qu'aujourd'hui, ils disent on a gagné la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais accepté cette défaite. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort. Je voudrais qu'on reste sur ce que disent les renseignements américains, Xavier De Giacomoni, ce qu'ils laissent fuiter, parce que c'est ce qu'on comprend malgré tout. Ils disent que vraiment, à tout moment, les Iraniens peuvent faire ce qu'ils veulent du détroit d'Ormuz. C'est ça? Mais totalement, mais ils viennent de le démontrer encore dimanche dernier. Et quand on voit cette histoire de passage des VIP, mais on est en plein délire de la part de l'administration américaine. Ça n'existera jamais, parce que si ça devait exister, pourquoi ça n'existe pas depuis le 28 février? Pourquoi depuis le début de la guerre, les Américains n'ont pas escorté les bâtiments civils, pétroliers, porte-conteneurs, autres vraquiers, qui voulaient sortir et entrer par le détroit d'Ormuz dans le golfe Persique? Ça n'a jamais été possible, parce que sur le terrain, militairement, les Américains ne maîtrisent absolument pas la situation. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? 1, 2, 3 bateaux se sont dit, bon, c'est le bon moment, on peut prendre la poudre d'escampette. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, d'ailleurs, et d'autres qui ont réussi aussi. Il y en a quelques-uns qui sont passés, aidés ou pas par les Américains. Les Iraniens les ont repérés. Je suis pas certain que ce soit une faction qui voulait faire échouer les accords. C'est juste, on fait respecter notre péage. En France, si vous ne payez pas le péage de l'autoroute, vous êtes rattrapé par la gendarmerie. Mais là, c'est exactement pareil. Vous ne payez pas le péage, on vous tire dessus à coups de drone ou de vedette rapide. Alors, vous êtes d'accord, Jean-François Colosimo, la guerre a fourni à l'Iran une arme plus puissante que la bombe nucléaire. C'est la guerre qui a fini de donner à l'Iran une arme plus puissante que la bombe nucléaire. La préparation américaine, comme le disait le colonel, et comme vous le disiez, Xavier, sur cette espèce de un peu béaba de la géopolitique, c'est le contrôle des détroits et le détroit d'Ormuz. Base. Bon, alors comme les défenses antiaériennes. C'est vraiment un peu l'ABC, quoi. Je veux dire, bon, mais en attendant, il y a peut-être une réplique à ça. Moi, si j'étais à Pékin, en fait, je me dirais, parce que c'est une question vitale quand même pour Pékin, l'approvisionnement en pétrole, je me dirais, nous qui avons quand même montré par les routes de la soie que nous avons beaucoup quand même de capacités.
voyons avec ces pays arabes, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des structures, en fait, de transport du gaz et du pétrole qui ne passent plus par Hormuz, qui rejoignent la mer un peu plus loin. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il y aurait deux perdants. Parce qu'il y a beaucoup quand même d'endroits dans le monde qui un jour ont été stratégiques et le lendemain ne l'ont plus été. Jean-François, vous avez raison, mais il va falloir 5 ans à peu près. 5 ans. Mais dans 5 ans, c'est un fusil à un coup pour les Iraniens. Mais dans 5 ans, et l'Iran et les États-Unis pourraient avoir perdu ensemble cette bataille d'Ormuz. On continue d'en parler, je me permets de lever le doigt parce que j'ai peur qu'il se fasse écarter de la salle. Profitons de la présence de Magali Barthez et de Bastien Auger à l'intérieur de la salle de conférence de presse où on attend d'ici quelques instants maintenant, secondes, minutes, que sais-je, on attend le président américain Donald Trump pour sa conférence de clôture à lui du G7 d'Évian. Magali Barthez et Bastien Auger, c'est imminent. Oui, c'est imminent et vous voyez les derniers tests qui sont en train d'être faits, le pupitre du président américain, les drapeaux qui ont été installés, les journalistes sont en train de rentrer dans la salle et en effet, on attend maintenant le président américain qui a eu un message sur son réseau social qui nous donne un peu la teneur de sa conférence de presse à suivre dans lequel il dit que ce G7 a été un formidable succès, que tout le monde lui a parlé de la réouverture du détroit d'Ormuz et du fait que les Iraniens n'auraient jamais l'arme nucléaire. Voilà pour l'essentiel certainement de ce que va essayer de défendre Donald Trump, qui va être certainement assailli de questions sur justement les garanties américaines, les concessions que les Américains ont pu faire aux Iraniens. Il y a quelques minutes, Bastien, c'était Emmanuel Macron qui était dans cette salle et qui lui aussi paraissait quand même très satisfait de ce G7. Oui, et qui d'ailleurs a commencé en flattant Donald Trump, en parlant d'un très bon accord obtenu par le président américain. Ce qui est cocasse quand on sait qu'il y a quelques semaines encore, il y avait beaucoup de critiques sur l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de ce dossier iranien. Mais en fait, s'il y a autant de flatterie aussi sur cet accord, c'est parce que d'abord, côté français, côté européen, on considère que c'est la moins pire des choses qui pouvaient arriver. Voilà le président. Alors qu'on voit Donald Trump. Il va arriver. We had a great event. This was something very special. And I want to thank President Macron, Bridget, his really lovely wife, fantastic person, for welcoming us to France for an extremely la bienvenue en France pour un G7, un sommet du G7 très réussi, je dirais que c'est un des plus réussis. Et cette réunion n'aurait pas pu se passer à un meilleur moment. Samedi, nous avons eu un accord avec l'Iran, nous avons accompli tout ce que nous voulions accomplir et bien plus encore. Nous avons mis fin au conflit, nous avons rouvert le détroit d'Ormuz. Nous avons empêché l'Iran d'obtenir à l'avenir une arme nucléaire. Ils n'en auront jamais. Donc, à 99%, nous avons réussi. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Ils ne peuvent pas la développer. Ils ne peuvent pas l'avoir. Dans le même temps, avec cette annonce, nous sommes proches. Lorsque nous nous rapprochions de cet accord, l'Iran faisait des déclarations très positives. On a vu la bourse atteindre des niveaux records, gagner des milliers de points ces derniers jours et le prix du baril de pétrole baisse comme jamais auparavant. Nous sommes à des chiffres, on a vu une baisse de $7, de $8. On n'a jamais rien vu de tel. Si nous n'avions pas conclu cet accord, nous aurions pu continuer à lâcher des bombes pendant 3, 4 semaines, 2 ans. Le détroit d'Ormuz n'aurait jamais été ouvert. Il n'y aurait jamais eu de succès. Votre marché, au lieu de battre tous les records, se serait effondré comme nous ne l'avons jamais vu s'effondrer depuis 1929. Et vous savez, tous les durs, les gros bras, ce n'était pas un accord à l'arraché, c'est un accord qu'il a fallu des années à obtenir. Pourquoi ? Parce que j'ai tué le général Soleimani. Et si je ne l'avais pas fait, on ne parlerait même pas de cet accord aujourd'hui. Car c'était un génie du mal. Ils n'ont jamais réussi à le remplacer. Mais beaucoup de personnes oublient
que les durs, les faucons auraient entraîné le pays à sa perte. Nous avons réussi à conclure cet accord avec la participation de nos alliés, de nos amis, les pays du G7, entre autres. Vous avez vu le président Modi de l'Inde, quelqu'un d'exceptionnel. Ils étaient ravis, chacun d'entre eux était ravi de voir cet accord. Il n'y a qu'une nation qui est venue nous voir pour nous dire, s'il vous plaît, monsieur, continuez à les bombarder. C'est des gens stupides qui disent cela. Mais je suis ravi de dire, et ces 2 derniers jours, ce sont 2 jours qui ont été brutaux. 200 millions de dollars de bombes, c'est cher, il faut le savoir. Et ils savaient que j'arrivais pour bombarder pour une 3e nuit d'affilée. Ils n'ont plus de marine, elle a coulé, leurs forces aériennes sont détruites, ils n'ont pas un seul avion, ils n'avaient plus d'équipement antiaérien. Donc nous avions un règne sans partage sur leur ciel. Et ils ont des nouveaux dirigeants, et je pense que ces dirigeants sont plus intelligents. Je pense qu'ils sont beaucoup moins radicalisés. Je pense qu'ils sont vraiment... Ce sont des hommes de bien, des hommes qui aiment leur pays. On parle de changement de régime, personne ne le dira. Mais je pense que d'une certaine manière, il y a toute une collection de dirigeants qui a disparu. Leur 2e... groupe de dirigeants a disparu aussi, et ce 3e groupe, pour la plupart, sont plus modérés. Je pense que c'est un changement de régime. Je pense qu'ils se comporteront de manière bien différente, qu'ils ont des perspectives différentes, qu'ils vont avoir un mode de vie différent qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Je ne voulais pas qu'il y ait de catastrophe économique. Si on avait continué, ça aurait pu se produire. Mais à chaque fois que nous avons parlé de la possibilité de la paix, nous avons vu le marché boursier décoller comme une fusée et ensuite redescendre. Vous savez, la bourse est plus intelligente que quiconque, même les personnes présentes sur cette scène, à part moi évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Scott? Est-ce que la bourse est plus brillante que vous? Non, monsieur. Eh bien, dis donc. Écoutez, le marché boursier, est vraiment brillant. Et à chaque fois que nous avons dit quelque chose d'incroyable, comme le fait que nous allions conclure un accord de paix, il a décollé comme une fusée. À chaque fois qu'on a dit que la paix s'éloignait, le marché boursier descendait fortement. J'ai étudié, vous le savez, les présidents, des bons présidents, des mauvais présidents, de très grands présidents, même s'il y en a peu, et de très très mauvais présidents, tels que ceux qu'on a eus même très récemment. Le président que moi, je ne voulais pas être, c'était le président Herbert Hoover, paix à son âme. Et ça a été une présidence très dure, donc les derniers jours ont été l'occasion pour nous de discuter de la paix avec les dirigeants de différents pays. Bien plus de dirigeants sont présents ici que les présidents du G7, comme vous le savez. Nous avons fait une déclaration avec le président Macron qui a fait un excellent travail, ainsi que sa femme. Ils ont fait un excellent travail et ils ont fait des déclarations disant qu'ils adorent cet accord parce qu'ils veulent voir la fin de ce conflit. Ils aiment aussi le fait... D'ailleurs, si nous allions larguer des bombes pendant encore un mois, encore 2 mois peut-être, 3 mois, ou quelques semaines ou 3 mois, ou peu importe, que resterait-il? Il ne resterait peut-être rien. Mais le détroit n'aurait jamais été ouvert parce que ce sont des navires qui coûtent $1 milliard, donc ils ne vont pas les faire naviguer dans des eaux. Lorsqu'on passe le long de ces côtes, lorsqu'on traverse le détroit, on n'aime pas voir des roquettes passer au-dessus de ces navires qui coûtent des milliards. Ce sont des gens stupides, mais personne n'a été plus dur que moi, personne n'a choisi d'abattre Soleimani, et quand je l'ai tué, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était la plus grande chose qui s'était passée depuis 50 ans, c'était vraiment le patron de l'Iran, il était respecté, mais c'était un génie du mal, c'était un génie, c'était le père de la bombe artisanale improvisée qui était utilisée sur le bord des routes.
route, sur les champs de bataille. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes estropiés, sans bras, sans jambes, défigurés. Et 95 ou 96% de ces bombes, c'était des bombes qui étaient là grâce à Soleimani. Et moi, je l'ai fait assassiner avec une bombe dans la vallée de la mort. Il est monté dans son avion, nous l'avons suivi. Et pour tout vous dire, les Israéliens ont été sensationnels avec moi, mais ils ne voulaient pas faire cette attaque. Donc j'ai dû prendre la décision de la mener malgré tout. C'était une opération jointe, une joint venture comme on dit dans l'immobilier. Nous l'avons étudié pendant des mois. On savait sur quel avion il allait être. Un mois même avant qu'il ne monte dedans, il voyageait toujours dans des avions civils avec beaucoup de personnes. Et les Israéliens m'ont informé du fait que finalement ils décidaient de ne pas frapper. J'ai dû prendre une décision. J'avais de très bons généraux, pas ceux que l'on voit à la télévision, d'excellents généraux. Et je veux remercier aussi Pete Hegseth et le général Eisenkane, d'excellents généraux. Et je leur ai dit, si Israël ne frappe pas, est-ce que nous sommes prêts à le faire? Et ils m'ont dit, monsieur, si vous voulez le faire, nous pouvons le faire. Nous l'avons fait nous-mêmes, nous n'avons besoin de personne. Donc nous avons neutralisé Soleimani, l'un des plus grands événements qui s'est passé au Moyen-Orient dans les 50, les 100 dernières années. Et le Premier ministre du Pakistan a dit que c'était peut-être le plus grand événement qui se soit jamais produit. Donc c'est comme ça que cet accord a commencé. Ils n'ont pas commencé à le négocier il y a 4 ou 5 ans. Obama n'en a pas été capable. Ce qu'Obama avait fait, c'était l'accord du JCPOA. Il a mis 1,7 milliard de cash dans 2 avions, des devises qu'il a récupérées dans plusieurs États américains qui n'avaient même plus assez de devises pour payer les salaires. Il a mis tous ses billets dans 2 Boeing et ils ont donné ces avions à l'Iran en tant que bakshish. Et ensuite, ils leur ont donné des milliards et des milliards. Et ils leur ont donné un accord qui leur donnait un boulevard vers l'arme nucléaire. Nous étions vraiment furieux de voir les démocrates conclure cet accord. Les démocrates en parlent tout le temps, ils parlent de cet accord. Mais c'était un mauvais accord. C'était un accord qui allait permettre à l'Iran d'obtenir légalement une arme nucléaire. Et si ça s'était produit, Israël aurait été détruit. Benjamin Netanyahou, qui est quelqu'un qui s'énerve un peu trop de temps en temps, reste un homme bon. Ça a été un excellent partenaire pour nous, un Premier ministre excellent. On s'est un peu disputé sur le Liban. Je lui ai dit de lever un peu le pied. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'abattre un bâtiment à chaque fois que quelqu'un du Hezbollah met le nez dehors. Mais nous sommes le partenaire majoritaire dans cette alliance et je lui ai rappelé. Donc il est venu dans le pays et il a supplié Barack Hussein Obama, le président, de ne pas conclure cet accord. Il a dit que ça pourrait être la fin d'Israël, que ça serait la fin d'Israël si je n'avais pas intervenu. Et il s'est rendu devant le Congrès pour plaider sa cause auprès d'eux. Il n'a pas réussi et cet accord horrible a été conclu. C'était un accord horrible pour Israël. Et nous en sommes restés là. Ensuite, c'est moi qui suis arrivé, qui ai mis fin à cet accord. Vous savez, c'était un accord à courte durée. Avec les pays, il faut des accords qui durent 100 ans, pas des accords sur 8 ans, sur 9 ans. Mais il faut des accords à long terme sur des centaines d'années. Ça, c'était un accord à court terme sur 8 ou 9 ans. Si j'avais laissé cet accord arriver à son terme, beaucoup de personnes ne seraient pas vivantes aujourd'hui. Israël aurait été détruit, le Moyen-Orient aussi. Vous l'avez tous vu, tout le monde était choqué de voir les missiles iraniens qui visaient ces différents pays, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït. Ils ont été frappés. Même moi, je ne pensais pas que ça allait se produire. Eux ne prévoyaient pas que cela se produirait. Ils allaient détruire tout le Moyen-Orient, y compris Israël. Et s'ils avaient eu une arme nucléaire, ils s'en seraient servis
dès l'ouverture des hostilités. Donc j'ai pris une position très dure lorsque j'ai mis fin à cet accord catastrophique, l'accord Obama sur le nucléaire iranien. C'était vraiment le pire des accords. Il était très dangereux. Ce qu'a fait Obama était très dangereux. Il leur a donné beaucoup d'argent, et de l'argent que nous, les Américains, actuellement, ne leur donnons pas dans le cadre de cet accord. Et c'est une lettre d'intention. Si nous n'avons pas d'accord dans 60 jours, d'accord concret, nous reviendrons aux bombes. Je ne veux pas le faire, mais nous le devrons, car nous ne permettrons jamais à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Et il le voit très clairement d'ailleurs. La deuxième phase de la négociation de cet accord, c'est que les Iraniens faisaient de l'enrichissement nucléaire, moi j'appelle ça de la poussière nucléaire, ils l'enrichissaient sous terre. Il le faisait dans du granit. Pour ceux d'entre vous qui ne travaillez pas dans l'immobilier, vous devez savoir que c'est la pierre la plus dure. C'est une pierre extrêmement dure, comme le granit que moi j'ai fait installer sur les escaliers, les nouveaux escaliers de la Maison Blanche. Et c'est une pierre qui peut durer plus d'1 million d'années, alors que le marbre dure, par exemple, ne serait-ce qu'une centaine d'années. Donc c'était des montagnes de granit. Les B2 sont arrivés, ils ont frappé ces installations en pleine nuit, nuit sans lune. Ils ont fait un travail incroyable. Et ensuite, ils ont été critiqués par certains organes de presse comme CNN, qui prétendaient qu'ils n'avaient pas provoqué tant de dégâts que cela. Mais effectivement, ces installations souterraines se sont effondrées. Et personne ne récupérera ces matières fissiles, sauf si les Américains ou les Chinois s'en mêlent. Nous sommes les seuls pays à avoir l'équipement pour le récupérer. C'est un matériau nucléaire qui n'a plus aucune valeur, mais nous aimerions le récupérer pour des raisons psychologiques. Nous avons d'ailleurs les forces armées les plus puissantes au monde, et grâce à nos forces spatiales que j'ai fondées, nous voyons toutes les entrées, toutes les zones de cette installation. Si nous voyons qui que ce soit rentrer ou s'approcher, nous pouvons même lire le nom qu'il y aura sur son badge, par exemple. S'il s'appelle Mohamed, comme la moitié d'entre eux, nous pourrons lire son nom. Nous pouvons tout voir depuis l'espace. Vous ne pouvez pas imaginer la qualité de nos équipements spatiaux. Nous rentrerons dans les annales de l'histoire comme étant le pays le plus incroyable de l'histoire des États-Unis. Notre blocus notre blocus naval d'ailleurs est comme un mur de pierre. Donc j'ai mis fin à leur matière fissile. Maintenant c'est de la poussière radioactive. Et si cette campagne de bombardement des B2 n'avait pas réussi, ils auraient eu un uranium enrichi à un très haut niveau. Et j'espère, nous avons le plus gros arsenal nucléaire au monde, la Russie est deuxième. La Chine est très loin derrière, mais va malheureusement rattraper les autres pays. Nous avons le plus d'armes, j'espère que nous n'aurons jamais à nous en servir. La Russie n'est pas loin derrière. Et ensuite, il y a la Chine. Mais dans 5 ans, la Chine sera probablement à notre niveau et nous devons conclure un accord de dénucléarisation. Nous n'avons pas besoin de toutes ces armes, nous n'avons pas besoin d'avoir la capacité de détruire 300 fois la planète entière. C'est vraiment terrible. Nous devrions conclure ces accords de dénucléarisation. Et je dirais que l'un des 2 pays que j'ai cités est prêt à conclure cet accord, l'autre un peu moins. Donc l'accord que nous avons conclu avec l'Iran dimanche sera signé sous peu, demain, peut-être après-demain. Vous savez, les accords, toute ma vie, je n'ai fait que conclure des accords et des choses folles se produisent quand on conclut des accords. Je suis rentré dans des accords qui étaient garantis. C'était impossible que l'accord ne soit pas signé, qu'il capote. Et parfois, j'ai vu des accords qui étaient impossibles à conclure et qui finalement ont été conclus. Donc, très vraisemblablement, ils veulent signer un accord et ils agissent de manière très appropriée. Ils ont pris des coups durs, 2 coups durs la semaine dernière. L'Iran est de manière cruciale d'accord pour ne pas produire ni se procurer une arme nucléaire, car à l'origine,
il parlait du fait qu'il ne développerait pas d'armes nucléaires et certaines personnes, moi je n'aimais pas cela. J'ai dit qu'est-ce qui se passe s'ils veulent en acheter une arme nucléaire? C'est très dangereux parce que le pays ça serait très dangereux parce que le pays qui leur vend l'arme nucléaire lui-même sera frappé par des armes nucléaires. Ce pays ne durerait pas très longtemps, donc ça serait très dangereux de vendre des armes nucléaires aux Iraniens. Donc, ils n'ont pas le droit de développer, de se procurer, d'acheter des armes nucléaires de quelque manière que ce soit. Nous avons envoyé d'ailleurs une copie de l'accord à Israël, qui a été un bon partenaire. Je pense qu'ils pourraient faire mieux en ce qui concerne le Hezbollah. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas se protéger, mais je pense que lorsque 2 drones explosent dans le désert sans faire de victimes, ce n'est pas la peine de démolir des bâtiments entiers à Beyrouth. Donc ils pourraient faire mieux au Liban, et je les apprécie, je les aime en tant que partenaires, mais ils pourraient faire beaucoup mieux avec le Hezbollah. Et je pense qu'ils ne gèrent pas très bien, pas bien du tout le Liban. Vous savez, le Liban, c'est une grande culture, une culture de gens très éduqués, des avocats, des professeurs, des docteurs. C'est peut-être la culture la plus avancée du Moyen-Orient depuis des siècles et des siècles. Depuis 50-60 ans, tout va très mal. Un véritable enfer. Nous travaillons étroitement avec eux pour mettre un terme à l'enrichissement des matières fissibles qui sont enfouies sous terre. Personne ne peut aller les chercher. Donc nous ne sommes pas pressés, mais nous le ferons relativement rapidement dès que nous aurons l'occasion. Nous avons criblé le site de caméras. Il n'y aura plus rien. Ils en ont bien conscience. Nous avons mené des discussions techniques sur le retrait des stocks d'uranium enrichi et non pas comme Barack Hussein Obama qui a envoyé des énormes montants d'argent. Ils recevront des financements basés sur le mérite, mais pas de notre part. Si quelqu'un veut investir, qu'est-ce qu'on est censé leur dire? Non, tu ne peux pas investir dans ce pays? Il s'agit d'être dur. Je peux être dur. Mais on peut investir dans tous les pays. Tous les pays ont besoin d'investissement. Nous avons accumulé beaucoup de dégâts, des milliers de milliards de dollars, et peut-être que leurs voisins les aideront. C'est beaucoup d'argent. Personne n'a autant d'argent. Il va falloir beaucoup d'argent pour réparer les dégâts. Il y a eu de la désinformation. Quelqu'un, un homme, a fait une déclaration tout à fait précise qui a été détournée. C'est ce qu'on appelle la désinformation. Nous n'allons pas leur donner d'argent. Au fur et à mesure, si leur comportement est positif, s'ils deviennent des citoyens du monde honorables, alors peut-être. Mon objectif n'était pas un changement de régime. Le premier groupe de dirigeants a été annihilé. Ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner, ils pensaient qu'ils étaient sains et saufs, qu'ils ne pourraient jamais être ciblés. Ils prenaient leur petit déjeuner et 88 personnes ont été supprimées. Le deuxième groupe manquait de raison également. Ils ont été supprimés. Et le troisième groupe se comporte mieux. C'est beaucoup plus facile. Ça reste des gens durs, des gens intelligents. Le trafic marin sur le détroit d'Ormuz est en augmentation. Le transport de réserves énergétiques va reprendre. Des milliers, 2 milliards de dollars vont être générés et le stock en énergie va continuer à croître. Ces acteurs sont très volatiles, mais ils sont aussi durs et intelligents. C'est une culture primitive, mais une culture de génie également. Nous pouvons négocier avec eux.
Et donc, nous souhaitons éviter une crise économique. J'adore Herbert Hoover. Je ne sais pas si ça se serait mieux passé avec d'autres présidents, mais il a augmenté les impôts trop vite, les taux d'intérêt trop vite, de manière simultanée, et cela a causé la Grande Dépression. Je ne compte pas répéter ces erreurs. Nous venons de faire baisser les impôts de manière historique. Et en parallèle, nous travaillerons avec les États du Golfe sur les questions nucléaires. Nous les aiderons. Ils ont besoin d'alliés. Ils peuvent avoir accès à ce dont ils ont besoin. C'est des alliés que j'apprécie beaucoup. Mais je ne sais pas s'ils sont très intelligents. Certains me disent on ne devrait pas les laisser avoir des missiles. L'Arabie Saoudite a des missiles. Est-ce qu'on devrait les laisser? C'est très difficile à dire. Le problème, ce ne sont pas les missiles. Le problème, c'est la localisation et le fait qu'ils ne doivent pas être utilisés pour détruire la planète. À l'avenir, nous parlerons des missiles balistiques, des États proxy, du terrorisme. Et je tiens à remercier nos partenaires pakistanais et qataris qui ont fait un travail incroyable. Je connais bien l'histoire du Pakistan et l'histoire du Qatar. Le Qatar est un pays formidable. Je me suis rendu au Qatar et je suis allé ensuite en Arabie Saoudite, ça m'a pris 40 minutes. Et puis aux Émirats Arabes Unis, encore 40 minutes, j'ai rencontré des dirigeants incroyables. Le dirigeant actuel est incroyable, son fils qui va prendre sa relève est incroyable aussi. Mohamed, aux Émirats Arabes Unis, est un héros de guerre. Il a lui-même, avec son pays, lâché des bombes. Bravo Mohamed. Des gouvernements depuis des années essayent de mettre un terme aux velléités nucléaires de l'Iran, des velléités qui ne font que croître. L'Iran est de plus en plus fort, de plus en plus dur. Si nous ne les avions pas ciblés dès le début, nous n'aurions pas pu mettre un terme à leurs velléités nucléaires. Cela aurait dû être fait il y a des années. Cela aurait été plus simple, moins coûteux sur le plan militaire. Et je tiens à remercier donc nos partenaires. Je tiens à remercier Israël et Bibi Netanyahou. Cette réussite n'aurait pas été possible sans la pression exercée par les États-Unis sur le régime iranien depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, mais tout a commencé il y a bien longtemps, depuis l'affaire Soleimani. Aucun président de l'histoire des États-Unis n'a été aussi dur que moi, tout le monde le sait. Si les Iraniens ne respectent pas les termes de l'accord, s'ils ne respectent pas les termes de l'accord, alors nous recommencerons à bombarder l'Iran jusqu'à ce qu'ils honorent les termes de l'accord, qu'ils soient implicites ou explicites. L'accord signé par Obama ouvrait la voie à l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran. Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. C'est dit noir sur blanc. L'article le plus important, l'article 1 sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, oui, c'est très important. Mais l'article le plus important stipule que l'Iran n'aura jamais le droit d'avoir l'arme nucléaire, pas pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Avec l'accord d'Obama, ils avaient la capacité d'enrichir de l'uranium. L'Iran a saisi cette opportunité que nous leur présentions. Le pays va donc avoir une chance de se reconstruire. C'est un pays avec 91 millions d'habitants.
Nous avons été obligés de bombarder des ponts car l'Iran ne respectait pas ses engagements. Nous avons bombardé des ponts, vous l'avez vu, avec un F-20, un avion de chasse absolument incroyable, extrêmement efficace. Et oui, notre armée est la plus forte au monde. Nos bombardiers B-2 sont incroyables. Personne ne pensait qu'ils allaient être capables de faire ce qu'ils ont fait. Les bombardiers B-2 sont capables de porter des centaines de tonnes d'équipements et ils sont presque invisibles. Ils sont indétectables. Personne ne les voit arriver. Nous avons frappé à 1h du matin et personne ne les a vus venir. Ils sont rapides, agiles. Et nous allons en fabriquer plus, une version améliorée. Toujours de mieux en mieux. Je tiens à dire aux dirigeants réunis ici aujourd'hui que cet accord permettra d'assurer la paix au Moyen-Orient et de manière plus générale dans la région. Regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe avec le Hamas, c'est terrible. Nous essayons de désarmer le Hamas. Ils ont grandi avec des fusils dans les mains. Dès leur naissance, ils avaient des mitraillettes dans les mains. Ce n'est pas facile de les désarmer. Mais ils se comportent relativement bien, puisque c'est pas comme ça qu'ils ont été éduqués. L'agression iranienne va être terminée, la paix va revenir au Liban. Nous y travaillons dur. C'est une pièce du puzzle relativement petite, mais qui a son importance. Tout est lié, le pouvoir, l'argent. Il faut gérer la question du Hezbollah d'une manière ou d'une autre. Israël peut se débrouiller. La Syrie serait intéressée également, voudrait s'impliquer. Le président syrien a réussi à remettre sur pied son pays. Beaucoup de personnes protestaient contre l'arrivée d'Ahmed al-Shara. Le Hezbollah fait partie de la liste de ses ennemis, mais lui, il ne va pas détruire des bâtiments à tout va. Il va juste cibler le Hezbollah de manière très précise. Je ne sais pas si c'est ce que veulent les gens. Je ne sais pas si ce que veut le Liban. Le président, le Premier ministre va venir d'ici à quelques semaines. Il a une vie très difficile. Il est confronté à des personnes très compliquées. Et c'est incroyable de voir que le Liban tient toujours. L'élargissement de l'accord d'Abraham est un autre de nos objectifs. L'Arabie saoudite va mener l'exemple. Il en va de même pour les Émirats arabes unis. Tous les pays de la région avaient peur de l'Iran. Et c'est pour cela que les choses se sont passées ainsi. Mais rappelez-vous, les élections américaines ont été trafiquées et notre pays est ensuite tombé dans les enfers, en laissant entrer 25 millions de personnes dans notre pays sans même vérifier leur casier judiciaire. Des milliers de criminels sont rentrés sans problème dans notre pays. Ces 2 derniers jours, nous avons eu l'occasion d'aborder des sujets clés avec les membres du G7 et leurs alliés. Hier matin, nous avons eu des discussions très intéressantes sur la question de l'Ukraine. J'ai discuté avec le président Poutine et avec le président Zelensky. Zelensky était présent, j'ai pu discuter au téléphone avec le président Poutine.
Nous avons parlé des nombreux soldats qui perdent leur vie sur le champ de bataille, beaucoup de Russes. Mais c'est ça qui se passe quand on fait la guerre. Les soldats meurent. Dimanche, j'ai pu appeler le président Poutine et lui faire part de mon espoir quant à la suite des négociations. Les deux présidents veulent un accord, ils ne savent juste pas comment y parvenir. Ils veulent, ils ne savent juste pas comment. Hier après-midi, sur la question des partenariats internationaux, j'ai souligné la participation des États-Unis. Nous avons également parlé de la pandémie d'Ebola. Les États-Unis vont participer financièrement pour mettre un terme à l'épidémie à la source. Plusieurs présidents africains nous ont rejoints pour ces conversations. Ils se sont réjouis de nos conversations. Nous avons donné presque plus de 300 millions de dollars alors que le reste du monde n'a quasiment rien donné. On nous a remerciés profondément pour notre travail. Le virus Ebola est un virus absolument terrible. Alors fort heureusement, ce n'est pas comme le Covid. Il ne se répand pas aussi rapidement. Nous avons réussi à isoler certaines personnes, certaines régions, mais cela a des conséquences. Nous avons également parlé de l'économie et de l'intelligence artificielle, une technologie absolument incroyable qu'il faut anticiper. Les choses peuvent partir dans un sens comme dans un autre. La Chine mène sur le plan de l'intelligence artificielle. La question de l'électricité est également extrêmement importante. Il faut pouvoir construire des centrales. Et la même question se pose dans l'État de New York. Où construire ces centrales ? Il faut laisser ces décisions à des gens très intelligents. Mais il faut construire des centrales électriques, il faut renouveler les infrastructures qui sont vétustes, caduques, et donc l'électricité supplémentaire va être revendue. C'est ce que font déjà certains États comme la Californie. Mais ils le font mal, et donc il y a des pénuries d'électricité en Californie. Nous avons conclu un accord et une déclaration sur l'immigration illégale, une première pour les membres du G7, une déclaration fantastique pour plus de coordination, notamment également sur le plan du trafic de drogue. Il faut mettre un terme au trafic de drogue qui arrive par la frontière sud aux États-Unis via le Mexique. Si seulement les Mexicains utilisaient ce génie pour le bien plutôt que pour le mal. Ils ont beaucoup d'infrastructures, il faut les utiliser pour le bien. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons atteint nos objectifs. L'arrivée de drogue par les voies terrestres a baissé de 61% et de 97% par la mer. Il suffit de cibler les bateaux, tout comme nous avons ciblé les bateaux iraniens qui mouillaient des mines dans le détroit d'Ormuz. 28 mouilleurs de mines, ils avaient. Qui en a autant ? Eh bien, maintenant, ils n'en ont plus aucun. L'arrivée de drogue par la mer a baissé de 97%, 60% par la terre. Nous allons maintenant nous concentrer sur la terre. Tout arrive par le Mexique. Nous devons régler cette question, la question des cartels au Mexique. J'aime beaucoup la présidente mexicaine, même si elle a peur. Peur des cartels qui contrôlent son pays, qui contrôle le Mexique. Nous avons également parlé des minéraux critiques, des chaînes d'approvisionnement. Tout le monde va pouvoir
participer. Nous avons également parlé du développement international, du secteur privé, des investissements. J'ai participé à beaucoup de réunions bilatérales, notamment avec le président français. Des réunions très productives, également avec l'émir du Qatar. J'aimerais le connaître mieux. Mais quand on vient de cette région, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est un homme fantastique, notamment sur la question énergétique. Le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, un héros de guerre, le président Al-Sisi de l'Égypte, le Premier ministre indien Narendra Modi. J'ai parlé avec le prince de l'Arabie Saoudite plusieurs fois. Ils sont tous ravis. Et il faut qu'ils soient heureux. Et nous utilisons leurs aéroports. Je me fais attaquer par un moustique et je l'ai raté, je déteste rater, mais nous avons parlé à chacun d'entre eux, nous avons parlé à de nombreux pays de par le monde, de nombreux pays, Israël aussi. Écoutez, réfléchissez à la position d'Israël. Israël a gagné quelque chose, ils ne subiront pas de frappe nucléaire. J'ai parlé à Benjamin Netanyahou, je lui ai dit, le risque le plus grand, c'est qu'une arme nucléaire frappe le cœur d'Israël. Il suffirait d'une seule arme. Et vous avez obtenu, vous les Israéliens, la chose la plus importante que vous pouviez obtenir de la part des États-Unis. Il y a des personnes, pas lui, mais des personnes dont je pensais qu'ils étaient mes amis, mais dont je ne veux plus comme amis, soit parce qu'ils sont stupides, soit parce que ce sont des personnes mauvaises. Nous avons mis fin à une holocauste nucléaire et elle est arrêtée. Il n'y en aura pas. Donc du début à la fin, il était clair que cette semaine, l'Amérique était de retour. Nous sommes plus respectés comme pays que nous ne l'avons jamais été. Nous étions la risée du monde. Il y a 2 ans, nous n'aurions jamais dû en être là. Un homme se rendait sur un podium une fois par an et on lui demandait, écoutez, quel parfum de glace est-ce que vous aimez? Il répondait, j'aime la vanille. Et ensuite, il ne trouvait même plus le chemin des escaliers. Et les journalistes qui faisaient leur travail de manière très inéquitable refusaient d'en parler. Nous avions la pire inflation de tous les temps, en termes de prix, en termes de coûts, et tout est en train de s'améliorer maintenant car le pétrole est en train de baisser. Ce soir, nous allons avoir un dîner très spécial avec le président Macron et sa femme fabuleuse au palais de Versailles, un très beau palais rempli d'or, j'ai envie de voir ça. C'est un magnifique palais, peut-être le plus beau des palais, et on va pouvoir voir cela. Et on restera peut-être un peu plus longtemps, donc pour pouvoir voir Paris. Donc je rentrerai peut-être un peu plus tard, mais ce sera un bon dîner. Et je pense que c'est le palais ultime de son type construit par Louis XIV. Nous célébrons un peu ce soir notre alliance. Il y aura toutes les sommités de l'Europe réunies, des gens qui aiment notre pays et j'espère que l'Europe va trouver sa voie. C'est difficile pour l'Europe en ce moment. Il s'égare beaucoup sur l'énergie et sur l'immigration. Et nous en parlerons ce soir. Tout ceci étant dit, si vous voulez à présent nous poser des questions, vous pouvez le faire, et aussi aux personnes qui sont présentes derrière moi. Bonjour. Bonjour, vous avez été clair, Président Trump, les États-Unis ne vont pas payer directement l'Iran, mais les États-Unis vont laisser les Iraniens gagner des milliards en gagnant du pétrole, seulement s'ils font ce qu'ils doivent faire. Peter, seulement, nous ne faisons rien. Nous ne donnons pas d'argent. Seulement s'ils se comportent bien, si les gens veulent investir en
Iran, ils peuvent investir. Mais il y a ce fonds de 300 millions. C'est seulement s'ils font ce qu'ils sont censés faire. Quand on parle de millions de dollars, souvenez-vous qu'ils ont subi plus de 1000 milliards de dollars de dégâts. Il leur faudra 15 à 20 ans pour reconstruire ce qui a été détruit. Donc ils doivent se comporter correctement, sinon ils seront frappés de nouveau. Nous pouvons les frapper très facilement. Il va leur falloir énormément de temps pour reconstruire leur dispositif antiaérien. Et vous savez, en plus la Chine, le président Xi, j'étais avec lui et il est resté complètement neutre, totalement neutre, et je l'ai apprécié. Et je veux remercier Vladimir Poutine, qui a été très neutre. Ils auraient pu nous rendre la vie beaucoup plus difficile. Et des personnes diront, écoutez, le président américain remercie le président Xi de la Chine, c'est terrible. Mais moi, j'aime leur parler. Ils ont des armes pour abattre des avions. Ils ne sont pas aussi bonnes que les nôtres, mais ce sont de bonnes armes. Et je leur ai dit que j'appréciais le fait qu'ils ne vendent pas ces armes, qu'ils ne donnent pas ces armes à l'Iran. Et globalement, ils ne l'ont pas fait. Donc je veux les remercier. Car ils ont vraiment amélioré la situation. Quelle est la différence entre le fait de donner des dollars américains à l'Iran et le fait de ne pas geler leurs actifs? Eh bien, c'est simplement le fait que ne pas geler leurs actifs, ça consiste à leur rendre leur argent. C'est leur argent que nous avons gelé à un certain moment, à une certaine époque, et nous allons devoir le rendre tôt ou tard. Et si nous ne le rendions pas, personne n'investirait jamais dans le dollar. Si on prenait leur argent, moi j'ai pensé à prendre leur argent, je ne suis pas l'homme le plus parfait qui soit. J'ai dit à Scott, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas leur argent? Pourquoi est-ce qu'on leur rendrait leur argent? Mais vous savez, il y a des gens, de nombreuses nations, de nombreux pays avec qui nous ne sommes pas d'accord. Ils ont des devises, ils ont des dollars, et ils ne veulent pas avoir un petit conflit avec qui que ce soit et voir les États-Unis leur prendre leur argent. Si on fait cela, on n'a plus de système. Un homme sage a dit un jour, en janvier 2020, l'Iran n'a jamais gagné une guerre, mais n'a jamais perdu une négociation. Qui a dit cela? Donald Trump, c'est vous. C'est ce que je pensais. Donc comment revenez-vous aux États-Unis pour convaincre un public américain sceptique du fait que cet accord est un bon accord? Ils sont vaincus militairement. C'est très dur car je sais que, quoi qu'il arrive, si je continuais à frapper pendant 3 ou 4 semaines, les mêmes personnes diraient « il aurait dû conclure un accord, il est resté en campagne militaire trop longtemps ». S'ils s'étaient rendus, s'ils avaient dit « louange à Allah, le président Trump est le plus grand président de tous les temps, nous abandonnons, cette guerre est trop dure », le New York Times et CNN et d'autres médias auraient simplement dit l'Iran a remporté une grande victoire. C'est quasiment ce qu'ils font. Lorsque nous avons détruit toute leur marine, ils avaient 159 vaisseaux. Le New York Times a refusé de publier un article sur cela. Ils n'ont plus de marine, ils ne veulent pas publier cela, ils n'ont plus de forces aériennes, ils ne veulent pas publier cela. Nous avons besoin d'une presse, de médias justes. Et ils ont perdu toute crédibilité. J'ai remporté une élection haut la main, mais dans la presse, on avait l'impression que je perdais. Ils transforment les histoires. Le média a si peu de crédibilité, les médias ont si peu de crédibilité que les gens ont voté pour moi. De toute façon, 93% des histoires, je pense que la pire chaîne c'est ABC, NBC c'est une chaîne horrible aussi, et CBS c'est une chaîne horrible aussi, et CNN évidemment. Et on ne fait jamais, on ne dit jamais que j'ai bien fait sur ces chaînes, quoi que je fasse. Alors parfois j'obtiens des louanges de médias équitables, mais quoi que je fasse, ils me critiqueront toujours. Si je faisais l'inverse et que je continuais à bombarder l'Iran, bombarder, on me critiquerait aussi pour cela. Je ne peux rien faire. Mais cet accord permet aux navires de circuler. Si nous continuons à bombarder,
les vaisseaux resteront où ils sont. Et on parle de 500, 600, 700 millions de dollars par jour. C'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'argent en a besoin. Et nous allons tomber à court de réserves. Dans 4 semaines, il y a des réserves partout dans le monde. Et dans 4 semaines, nous serons à court. Ce serait le chaos. Donc il y a des génies qui veulent me montrer à quel point ils sont intelligents et demandez-leur pourquoi eux ne voulaient pas tuer le général Soleimani. Il y a des gens que je n'apprécie pas, mais Dieu sait qu'ils avaient tort. Écoutez, Peter, je répondrai